Atrospection, le podcast qui explore les thématiques liées au vécu des personnes aromantiques et ou asexuelles. Hello tout le monde, c'est Alana. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Marine Kern, qui, en plus d'être une des créatrices de ce podcast, elle a écrit un mémoire sur le thème de la sexualité dans le cadre de son master en études genre à l'Université de Genève, qu'elle a défendu en septembre 2025. Ce mémoire, il s'intitule « Si tu peux avoir du sexe sans amour, tu peux aussi avoir de l'amour sans sexe, non ?» L'identification à la sexualité, une contestation silencieuse des normes de sexualité, d'amour romantique et de genre. C'est un titre long, mais très explicite. Son mémoire se focalise donc sur les parcours d'identification à la sexualité. Et donc, dans cet épisode, on va se plonger dans cette question de l'identification en creusant les différentes thématiques explorées par son mémoire qui se basent sur des entretiens qu'elle a menés. Je précise que notre discussion sera diffusée en 2 parties, pour vous permettre de digérer tout le contenu. Voici le premier épisode. Hello Marine. Salut Anna. Tout d'abord, merci de venir nous partager les résultats de tes recherches sur l'identification à la sexualité. En tant que personne concernée, j'ai lu ton mémoire avec beaucoup d'intérêt, surtout qu'avant que je fasse la connaissance d'autres personnes ACE, je me suis souvent demandé si ma trajectoire de découverte et d'identification à la sexualité était un parcours unique ou si d'autres personnes étaient passées par les mêmes étapes que moi. Mais avant qu'on s'attaque au vif du sujet, j'aimerais poser le cadre dans lequel ton mémoire s'inscrit pour comprendre d'où ta recherche part. Est-ce que tu peux nous résumer qu'est-ce que c'est la sociologie d'abord ? Et plus précisément, comment les thématiques sur la sexualité sont abordées en sociologie. Oui, bien sûr. Pour faire simple, la sociologie étudie la société et les phénomènes sociaux. Du coup, on va chercher des explications sociales à un phénomène et pas biologiques ou psychologiques. Du coup, pour prendre l'exemple de la sexualité, qui est du coup pertinent à ce dont on va parler, on a tendance à penser que la sexualité, c'est quelque chose de naturel, d'instinctif, même primitif, et que ça relèverait du coup surtout du biologique, d'une réaction biologique ou psychologique. Mais la sociologie et aussi les études féministes et queer démontrent que la sexualité, c'est pas quelque chose de naturel. On agit et on désire sexuellement selon des scripts sociaux. Par exemple, il y a des sexualités qui sont autorisées et d'autres interdites ou mal vues, comme ça a été le cas, et ça peut encore être le cas, de l'homosexualité ou du BDSM, par exemple. On interprète aussi certains contextes comme sexuels et d'autres pas. Par exemple, si vous êtes nu dans votre chambre avec votre partenaire, avec une musique de fond sensuelle, des lumières tamisées, vous allez probablement voir ça comme une situation sexuelle. Mais si vous êtes nu devant votre gynéco, probablement que vous n'allez pas interpréter ça comme une situation sexuelle. Notre sexualité et nos désirs, ils dépendent donc de normes sociales et du contexte politique, économique, culturel et historique. Il y a donc des normes sexuelles qui régulent nos comportements sexuels et aussi nos désirs sexuels. Et du coup, comme ces normes, elles changent au cours de l'histoire et du contexte, actuellement, dans les sociétés occidentales, on a tendance à penser que la libération sexuelle, elle aurait libéré la sexualité. Mais ce qu'on observe plutôt en sociologie, c'est qu'elle n'a pas libéré la sexualité, mais elle a plutôt créé de nouvelles normes. Par exemple, l'idée que le sexe serait nécessaire à notre épanouissement, que c'est un indicateur de bonne santé, que les femmes et les hommes auraient besoin de sexe, que c'est aussi nécessaire au bon fonctionnement du couple. Donc, selon l'idée qu'un couple qui n'a pas de relation sexuelle, c'est un couple qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, qui a quelque chose qui cloche. Et aussi que l'orgasme, c'est l'indicateur d'un rapport sexuel réussi. Et tout ça, ça crée des injonctions sexuelles parce que ça sous-entend que si on n'a pas de désir sexuel ou qu'on n'a pas de relation sexuelle, on ne peut pas être épanoui, on ne peut pas être heureux et qu'il y a un problème dans notre vie. En somme, un individu qui n'est pas sexuel, c'est quelqu'un qui n'est pas complet, ce qui peut du coup nous pousser à devenir sexuel pour combler ce manque ou pour atteindre cet idéal. Et cette nouvelle norme et les injonctions sexuelles qui vont avec, ça a contribué à la construction de la sexualité comme une identité sexuelle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Merci pour ton explication.
Pour continuer, un principe qu'on va régulièrement aborder dans cet épisode, c'est l'essentialisme. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous introduire ce concept. L'essentialisme, c'est une position philosophique qui propose que les choses, les gens, les objets possèdent une essence immuable qui les définit. Cette essence, elle est considérée comme intrinsèque, universelle et indépendante du contexte social, historique ou culturel. Par exemple, dans le contexte des orientations sexuelles, une position essentialiste défendrait que l'hétérosexualité, l'homosexualité ou la sexualité dans notre cas sont innées et ne peuvent pas évoluer avec le temps. À l'opposé, le constructivisme propose que des catégories et identités sont le produit de processus historiques, sociaux et culturels, et non de données naturelles fixes. Dans ton mémoire, tu parles de la sexualité comme une identité sexuelle, et non d'une orientation sexuelle comme on l'a décrit généralement, de la même manière que l'hétérosexualité et l'homosexualité. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix ? C'est vrai qu'on m'a demandé à plusieurs reprises pourquoi j'ai utilisé le terme identité sexuelle et pas orientation sexuelle. Alors d'abord, j'ai utilisé le terme identité sexuelle parce que c'était celui qui était utilisé dans la littérature scientifique. Mais c'était aussi un choix que j'ai fait parce que j'ai le sentiment que le terme orientation sexuelle, il est souvent utilisé de manière essentialiste, comme tu viens de le décrire. Donc cette idée que ce serait fondé sur une caractéristique innée. Et dans le cadre de l'orientation sexuelle, aujourd'hui, c'est souvent l'attirance sexuelle ou le désir. Selon la chercheuse Laura Reuter, l'identité sexuelle, c'est comment les personnes perçoivent leur orientation sexuelle et la définissent. Alors, c'est une définition qu'on pourrait aussi critiquer parce que le concept d'orientation sexuelle, il est aussi assez récent. Donc c'est une définition qu'on peut critiquer, mais en soi, ça donne un peu l'idée. L'identité sexuelle, c'est vraiment comment on se définit, comment on se perçoit soi-même. Et c'est vrai que l'identité sexuelle, elle ne reflète pas toujours la pratique ou les ressentis réels des personnes, qui peuvent être difficiles à identifier. Je pense qu'en tant que personne c'est quelque chose qu'on a beaucoup vécu. On s'est beaucoup demandé si on avait ressenti de l'attirance sexuelle un jour ou pas. Et du coup, c'est vrai que, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont des pratiques bisexuelles au cours de leur vie, mais qui vont se définir hétéro, lesbiennes ou gays. Et c'est pareil pour la sexualité. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient se définir asexuelles, mais qui ne le font pas. Du coup, ce terme d'identité sexuelle, pour moi, il fait vraiment référence à comment les gens s'autodéfinissent. Et la définition de sa propre identité, elle va parfois différer, du coup, selon sa propre perception et sa propre définition. Selon le chercheur Kenji Yoshino, les identités sexuelles, elles sont traditionnellement définies sur 3 axes. La pratique, donc selon le genre des personnes avec qui on a des relations sexuelles. Le désir, c'est-à-dire les genres des personnes qui nous attirent sexuellement. Et l'autodéfinition, ou l'autodétermination. Donc le fait de s'approprier, de s'autodéfinir d'une identité sexuelle. Et la définition d'identité sexuelle, pour une personne, elle peut se faire sur un seul axe ou sur une combinaison des axes. Par exemple, Paula Rust, dans son article de 1993, démontre que chez les femmes lesbiennes et bi, les lesbiennes ont plutôt tendance à définir leur identité sexuelle selon leurs pratiques. Donc sur le fait de ne pas avoir de relations sexuelles avec des hommes, mais qu'elles peuvent ressentir du désir sexuel pour les hommes. Les femmes bi, elles définissent leur identité sexuelle par le fait qu'elles ressentent de l'attirance pour les femmes et les hommes sans qu'elles aient nécessairement des pratiques sexuelles avec les deux. Et du coup, la définition d'identité sexuelle, ça va aussi dépendre du contexte historique, culturel et sociopolitique dans lequel on évolue à un moment donné. Par exemple, le mot homosexualité, il est apparu au XIXe siècle. Selon Michel Foucault, c'est à partir de ce moment qu'on considère l'homosexualité comme une composante de l'individu en soi. Avant, en Europe, on pensait les pratiques homosexuelles, donc le fait d'avoir des relations sexuelles avec une personne du même genre, comme juste une pratique, comme un acte, et pas comme quelque chose qui serait une partie intrinsèque de l'individu. Du coup, l'homosexualité, en tant qu'identité sexuelle, elle n'existait pas avant le XIXe siècle. Donc on peut voir que nos définitions, elles vont changer en fait à travers le temps. Selon Rust, que j'ai cité avant, l'identification à une identité sexuelle, ça résulte de l'interprétation personnelle de ses expériences et de ses interactions dans le cadre des constructions sociales disponibles. Pour reprendre l'exemple de l'homosexualité, il n'est pas possible de s'identifier à l'homosexualité avant le Xe siècle parce qu'elle n'existait pas en tant que construction sociale en Europe.
Et c'est pareil pour la sexualité. Il n'était pas possible de s'identifier comme asexuel avant qu'elle existe en tant que concept, qu'on en fasse une identité sexuelle ou une orientation sexuelle. Et la définition de la sexualité aussi, elle a évolué. Au début, elle était vraiment entièrement fondée sur l'autodéfinition. La première fois, à ma connaissance, que la sexualité elle est revendiquée en tant qu'identité sexuelle, c'est en 1972 dans le manifeste asexuel de Lisa Rolando. Et dans ce manifeste, la sexualité s'est vécue comme un outil d'oppression, en particulier des femmes. Et du coup, la sexualité, dans ce manifeste, c'est une identité et une position politique d'opposition au patriarcat. C'est pas défini selon l'attirance sexuelle. Donc c'est très politique et c'est aussi dans une position féministe. Ce qui est assez différent de la définition de la sexualité dans les années 2000, qui est née à travers les forums comme Aven, où là on a une approche plutôt essentialiste, où la sexualité c'est une caractéristique intrinsèque, donc fondée sur un ressenti, celui de l'attirance sexuelle. Donc plutôt sur le peu ou l'absence d'attirance sexuelle. Après, c'est vrai qu'il y a toujours aussi cette notion d'autodéfinition dans la définition actuelle de la sexualité, mais on est quand même beaucoup plus centré sur une définition basée sur l'attirance. Donc, pour résumer, en fait, notre façon de définir les identités sexuelles, ça va dépendre du contexte socio-historique, politique et culturel dans lequel on évolue. Ok, merci pour cette clarification. Ça nous apporte plein de matière. Maintenant qu'on a les bases, on peut commencer à parler de ton mémoire plus directement. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi d'étudier la sexualité au départ ? Bon, déjà, c'était purement par intérêt personnel en tant que personne concernée. C'était un sujet que j'avais aussi envie d'explorer scientifiquement. Après, il y avait aussi le fait que c'était un sujet qui était très peu abordé dans les études genre. J'observais un peu une méconnaissance du sujet. On pensait beaucoup la sexualité en termes d'absence de pratique. Et aussi, je constatais que la sexualité était souvent pas prise en compte dans les sujets aussi qui traitaient même des thématiques LGBTQIA+. Par exemple, je me rappelle d'une conférence sur les violences sexuelles vécues par les personnes LGBTQ+, ce qui concerne aussi les personnes asexuelles, mais elles n'ont pas du tout été mentionnées. Et lorsque le sujet de la sexualité il était abordé, il y avait très très peu d'articles et de littérature scientifique francophone. Quand j'ai commencé à construire ma recherche, la littérature existante, c'était majoritairement anglo-saxon, à part un article de Zoé de Hory. Et dans cet article, Zoé de Hory stipule que la sexualité comme identité, c'est une réponse aux injonctions sexuelles. C'est quelque chose avec lequel je suis entièrement d'accord. J'arrive à la même conclusion, comme on le verra tout à l'heure. Mais j'avais quand même une critique, c'était que sa conclusion, c'était majoritairement fondée sur les relations des femmes avec des hommes. Je vais peut-être préciser que Zoé Dory, elle a aussi écrit une thèse sur la sexualité que j'ai pas pu lire, donc mes critiques, elles sont juste valides pour son article et pas nécessairement pour sa thèse que je n'ai pas lue du coup. Mais du coup, ma critique de cet article, c'était que la majorité des personnes se définissent pas comme hétéros ou hétéro-romantiques. Je me rappelais de témoignages de personnes asexuelles que j'avais rencontrées qui avaient, par exemple, eu des relations avec des hommes, puis avec des femmes. Et c'était le fait que ça marchait pas avec les deux qu'elles se sont définies asexuelles. Et il y a aussi le fait qu'il y a une surreprésentation de personnes non-binaires dans la population cis. Et du coup, il y avait toute une dimension qui n'existait pas dans cet article de Hory. Pour moi, c'était la dimension queer de la sexualité. Faut dire aussi qu'elle ne prenait pas non plus en compte les injonctions sexuelles qui étaient spécifiques aux hommes. Et pourquoi est-ce que tu t'es penchée sur l'aspect de l'identification précisément ? Bon, déjà, c'était un long processus de choisir sur quel sujet précisément j'allais travailler, puis c'était un peu par processus d'élimination. Mais c'est aussi venu d'une réflexion sur un premier rendu sur la sexualité que j'avais effectué pour un cours, que j'avais fait avec une autre personne, mais on avait interviewé 2 personnes asexuelles, du coup avec des parcours très très différents. Ce qui m'a un peu fait prendre conscience de la diversité des vécus, puis comment ça allait influencer leur processus d'identification et aussi leur définition de la sexualité. Et c'est un peu l'ensemble de ces réflexions, donc sur l'article de Zoé de Hory et sur ce premier rendu qui m'a amené à mon sujet, la diversité des processus d'identification à la sexualité.
Tu as donc mené un projet de recherche qualitatif en réalisant des entretiens pour explorer cette thématique. Ça veut dire que tu t'es basé sur les récits de personnes qui s'identifient comme asexuelles pour identifier les thématiques que tu as ensuite traitées dans ton mémoire. Le but de cette recherche, c'est pas d'obtenir des statistiques, mais de récolter le témoignage de profils variés pour comprendre les dynamiques qui se cachent derrière les chiffres que peuvent fournir les études quantitatives. Par exemple, une étude quantitative peut déterminer la proportion de personnes qui s'identifient comme ACE, alors que pour comprendre pourquoi ces personnes s'identifient comme telles, c'est plus judicieux de mener une étude qualitative. Et comme tu l'expliques dans ton mémoire, dans ton cas, mener des entretiens, ça te paraissait la méthode la plus adaptée pour explorer les vécus individuels et les réflexions intimes qui mènent à une identification ACE. Comment est-ce que tu as recruté les participants TEX et puis quels étaient les profils de ces personnes? Est-ce que tu as fait attention à certains aspects particuliers lors de la sélection? Alors, pour recruter les gens, j'essaie de passer par plusieurs canaux, donc par des forums, par le bouche à oreille et aussi par une association. J'ai aussi cherché à recruter des profils assez diversifiés, parce que vu que mathématiques, c'était quand même la diversité des vécus. Mais je pense aussi que d'avoir recruté à travers plusieurs canaux, différents canaux, ça m'a permis d'avoir des personnes avec des approches aussi différentes de la sexualité et des parcours aussi assez différents. Et au final, j'ai recruté 11 personnes avec lesquelles j'ai fait 11 entretiens qui ont duré entre 1h20 et 2h40. Au niveau des profils des personnes, alors au niveau de l'identité de genre, j'avais 2 femmes cisgenres et 3 hommes, dont 2 hommes cisgenres et 1 homme trans, et 6 personnes non binaires, dont 3 en questionnement de genre avec des identités liées à la féminité comme demi-girl par exemple. Au niveau de l'attirance romantique, il y avait 2 personnes qui se définissaient comme hétéro-romantiques, 4 aromantiques et 5 bi ou panromantiques. Je les ai mis dans une même catégorie, bi-panromantiques, comme des personnes qui sont attirées par plusieurs identités de genre. Les personnes avaient entre 23 et 44 ans au moment de l'entretien. Et au niveau de la localité, il y avait des personnes de France, de Suisse romande et aussi de Suisse allemande avec qui les entretiens ont été faits en anglais. Et comment est-ce que par la suite tu as identifié les thématiques que tu as développées dans ton mémoire? Alors, j'avais déjà ma thématique de base qui était le processus d'identification, mais c'est vrai que au fur et à mesure de la recherche et surtout des entretiens et leur analyse, je me suis aperçue qu'il y avait une thématique qui revenait très souvent dans les parcours d'identification asexuelle. C'était la remise en question de plusieurs normes sociales comme la sexualité, la conjugalité et le genre. Et cette remise en question se faisait autant sous la forme de réflexion sur notre société que dans les pratiques individuelles. Et c'est vrai que la littérature anglo-saxonne, du coup existante, elle explorait comment la sexualité, c'était une remise en question des normes, mais seulement d'un point de vue théorique, mais pas tellement comment les personnes elles-mêmes, qui se définissent ace, donc remettent en question ces normes de sexualité dans leur approche personnelle et dans leur pratique. Trop intéressant. D'expérience, je sais que les travaux académiques, c'est souvent semé d'embûches et que le parcours il est souvent bien différent du plan qu'on prévoit initialement. Quel défi est-ce que toi, tu as rencontré pendant ton processus de recherche? Oui, c'est vrai que ça peut pas mal parfois changer au fur et à mesure de la recherche. Alors au départ, je dirais que j'ai eu des difficultés à recruter des personnes, peut-être notamment parce que je suis pas passée par les réseaux sociaux. Mais ce qui m'a du coup amené à essayer de recruter par le bouche à oreille, ce qui je pense était une bonne idée parce que ça m'a permis de trouver des personnes qui avaient des parcours moins classiques et qui n'étaient pas autant liées à la communauté asexuelle, puis du coup qui avaient d'autres perspectives. Et c'est finalement en contactant une association que j'ai pu recruter suffisamment de monde. Après, c'est vrai que plus tard, quand j'avais déjà fait la plupart de mes entretiens, j'ai eu d'autres personnes sur les forums qui m'ont contactée. Donc si j'avais plus de temps, j'aurais pu aussi avoir plus de personnes. Mais c'est vrai que la temporalité pour faire un mémoire, elle n'est pas forcément très longue par rapport à d'autres recherches. Et du coup, par manque de temps, je ne pouvais pas non plus interviewer tout le monde. Ensuite, ça a plutôt été dans le fait que j'ai des personnes avec des parcours assez différents. Et du coup, aussi des personnes qui pouvaient tenir des discours contradictoires entre les unes et les autres. Et c'était du coup un défi de représenter leurs différents propos et leurs positions. Du coup, j'utilise beaucoup de dire la majorité, souvent, quelques personnes, ou aussi, je peux aussi me référer uniquement à l'expérience d'une personne en particulier. Mais je dirais qu'au final, c'est quand même été difficile de pouvoir présenter vraiment tout ce que disent des personnes interviewées
tout en restant fidèles à la diversité de leurs positions et de leur parcours. Ce qui rejoint aussi d'ailleurs une autre difficulté, c'est que les entretiens ils étaient très riches en informations, c'était vraiment très intéressant. Et du coup, c'était difficile de devoir faire des choix de ce que je gardais ou pas, et puis aussi en fait de faire finalement le deuil de ne pas pouvoir parler de tout. Maintenant qu'on a fait le tour de la méthodologie, on a introduit les concepts nécessaires à la compréhension, on peut se lancer dans le contenu de ton mémoire. Une des premières questions que tu as posées aux personnes que tu as interviewées, c'est de leur demander comment Yal explique ce qu'est la sexualité. En grande majorité, les participants textes t'ont mentionné la notion d'attirance sexuelle. Yal parle de la sexualité comme une orientation sexuelle caractérisée par le fait de ressentir peu ou pas d'attirance sexuelle, et font la distinction entre l'attirance sexuelle, l'attirance romantique et la libido, ou le fait d'avoir des rapports sexuels. Petit aparté, si ces idées vous apparaissent confuses, on vous recommande d'écouter l'épisode 2 de notre podcast, qui est une intro à la sexualité et qui détaille ces concepts. Normalement, il apparaît là sur la vidéo. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'essentialisme, c'est une position philosophique qui propose qu'une caractéristique, dans notre cas de figure, ce serait par exemple une attirance ou un comportement, dépendrait d'une naissance, c'est-à-dire d'un élément inné qui n'est pas susceptible d'évoluer au cours du temps. Un point que tu relèves dans ton analyse, c'est que les personnes que tu as interviewées définissent beaucoup leur asexualité à travers ce prisme de l'essentialisme. Quels éléments dans le discours des personnes que tu as interviewées t'ont conduite à cette observation ? Oui, tout à fait. C'est une position assez fréquente. Ça se perçoit beaucoup en fait dans le discours qui est tenu avec des expressions comme par exemple d'avoir découvert son asexualité ou que les gens réalisent entre guillemets leur vraie sexualité. Donc, ce qui sous-entend que ça a toujours été là et que c'est juste une question de réaliser ce qui aurait déjà été là auparavant. Ou aussi d'autres discours, par exemple qu'une personne qui s'est définie asexuelle pendant un moment n'aurait jamais été asexuelle après qu'elle ait changé de pratique ou qu'elle se définisse plus comme asexuelle. Donc de nouveau, ce qui sous-entend qu'on ne peut pas être asexuel de manière temporaire. Et ça se voit aussi dans le fait que la majorité considère que leur asexualité a toujours été là et que c'est extrêmement peu probable que ça change, dans l'idée que parce qu'elles n'ont jamais ressenti d'attirance sexuelle, il est peu probable qu'elles en ressentent un jour. Et cette approche, du coup, elle empêche de penser la sexualité comme quelque chose de fluide, qui peut évoluer dans le temps. Et en même temps, en fait, la majorité des personnes interviewées considèrent que la sexualité et l'orientation sexuelle, ça peut changer au cours de la vie. Il y a donc un discours contradictoire. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ces changements, ils sont parfois aussi interprétés comme des étapes vers la découverte de sa véritable sexualité. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas mentionné dans le mémoire, mais il y a une personne qui considère que c'est peu probable que ça change parce que ça modifierait considérablement son mode de vie, notamment parce que ça demanderait du coup de chercher des partenaires sexuels et que ce mode de vie l'intéresse pas. Donc là, on a une approche sociale et pas essentialiste d'un non-changement de son asexualité. Je me demande si cet essentialisme dans la sexualité, elle serait pas liée au « born like this », qu'on peut traduire par « né comme ça », et qui a été revendiqué par la communauté LGBTQIA+, pour justifier son droit à exister. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? En fait, mon étude à moi, ma recherche, elle ne permet pas d'affirmer que ce soit le cas. Après, il y a d'autres littératures, notamment Ace, d'Angela Chen, et aussi l'article de Zoé Deory, qui disent que l'identité asexuelle, elle reprend les discours LGBTQIA+, de l'orientation sexuelle. Donc, j'aurais tendance à dire que oui. Après, il faut savoir aussi que l'essentialisation de la sexualité, comme ça a été le cas d'autres identités sexuelles comme l'homosexualité, ça a aussi été une stratégie politique pour dépathologiser la sexualité et pour légitimer son existence. Il y a un côté où ça permet en fait de ne pas être responsable, d'être anormal ou d'être déviant. Donc, il faut savoir que cet essentialisme, c'est en fait aussi une réponse à une stigmatisation. Pourtant, en opposition avec cette idée essentialiste, on entend souvent dans les milieux asexuels que l'identité asexuelle est une revendication personnelle et que chacune peut se revendiquer comme asexuel, même de manière passagère, si ce label convient et si ce label permet à la personne de répondre à ses questionnements.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as retrouvé dans tes interviews? Et comment est-ce que c'est possible d'avoir à la fois une définition de la sexualité avec une composante essentialiste, tout en incluant une dimension temporaire et personnelle à la revendication? Alors oui, c'est quelque chose que j'ai retrouvé. Il y a effectivement certaines personnes qui mentionnent que la sexualité, c'est un terme qu'on peut utiliser tant qu'il est utile. Donc, ce qui sous-entend qu'on s'auto-définit asexuel et que c'est pas quelque chose qui nous est imposé ou qui viendrait d'une naissance biologique. Et c'est aussi qu'on peut constater de manière générale, parce qu'indépendamment de la communauté asexuelle, il y a beaucoup de personnes qui pourraient correspondre à cette définition de la sexualité sur le peu ou l'absence d'attirance sexuelle, mais qui ne se définissent pas comme ace, même lorsqu'elles connaissent le terme. Ce qui a d'ailleurs été le cas de plusieurs des personnes que j'ai interviewées qui, parfois, pendant des années, ne se sont pas définies asexuelles alors qu'elles connaissaient le terme asexualité. Où on fait parfois des allers-retours avec cette identification en se définissant asexuel par moment, puis en abandonnant cette étiquette et en la reprenant, etc. Pour, en tout cas, au moment de l'entretien, s'identifier quand même à la sexualité. Donc c'est vrai que se dire asexuel, c'est pas un acte anodin ou dépourvu de sens, c'est donc bien une forme de revendication. Mais c'est vrai qu'il y a ce paradoxe où même si l'autodéfinition, elle est importante dans la communauté ace, il y a des contradictions dans la pratique. Par exemple, s'il y a une personne qui s'éloigne trop du modèle idéal de la personne ace, il y a des personnes qui peuvent lui dire qu'elle n'est pas vraiment ace. Ou même, comme j'ai mentionné avant, si une personne se définit ace pendant un moment, même pendant plusieurs années, puis abandonne cette étiquette, on peut entendre des discours du type « elle n'a jamais été ace », donc ce truc où c'est pas temporaire. Et oui, de manière générale, du coup, il y a des contradictions dans les discours des personnes. Ce qui est tout à fait normal, en fait, on s'aperçoit pas, mais surtout quand c'est un sujet compliqué, mais quand on parle pendant 2 heures de temps, surtout que les personnes ne préparent pas à l'avance, on improvise sur le moment, c'est normal de se faire des discours contradictoires. Après, voilà, il faut dire que les personnes, elles disent pas 2 choses qui se contredisent à la suite, très souvent. Après, ce qui se passait, c'est que souvent, lorsque je demandais si les personnes pensaient que leur asexualité, elle pouvait évoluer dans le futur, la majorité des personnes ont répondu qu'elles savaient que la sexualité, ça pouvait évoluer dans la vie. Donc on est plutôt dans un discours pas essentialiste, mais que personnellement, ça allait probablement pas changer. Donc finalement, une perception essentialiste de leur propre asexualité. Et à d'autres moments d'entretien, ils tenaient souvent plutôt ce discours essentialiste, comme dans les exemples que j'ai donnés avant. Je vais préciser, c'est pas tout le monde, c'est la majorité des personnes interviewées, mais c'était pas tout le monde. Et ça, c'est une hypothèse de ma part, c'est pas quelque chose dont je parle dans mes mémoires, mais je pense que ces contradictions s'expliquent par une reprise du discours majoritaire sur la sexualité qui est beaucoup porté par Aven. Parce que la définition de la sexualité, elle y est fondée sur l'attirance sexuelle, qui est donc un ressenti psychologique, ce qui amène souvent à essentialiser les identités sexuelles. Et en même temps, on y retrouve aussi cette idée d'autodéfinition, qu'on peut utiliser ce terme tant qu'il nous est utile. Donc finalement, ces contradictions, elles reflètent la communauté actuelle. Mais du coup, c'est vrai que cette culture d'autodéfinition, si et tant que ça nous est utile, ça rentre en contradiction avec l'approche essentialiste, puisque l'essentialisation de la sexualité sous-entend qu'on est ace depuis toujours et que c'est quelque chose qui est constant, qui ne change pas. Donc c'est vrai que le principe d'autodéfinition, il ne peut pas être vraiment respecté. Et je dirais même qu'il ne peut pas être respecté tant qu'on définit la sexualité sur une base essentialiste. Venons-en au processus d'identification en soi, qui est le sujet principal de ton mémoire. Pour rappel, le chemin qui mène à l'adoption d'une identité sexuelle dans notre cas, c'est pas linéaire, contrairement à ce qu'on s'imagine parfois. On a tendance à s'accrocher à cette idée essentialiste, on y revient toujours, qui voudrait que les questionnements par lesquels passent les personnes asexuelles dans le processus d'identification seraient des étapes pour les conduire à trouver leur véritable sexualité, entre guillemets. Et ça, c'est donc une idée essentialiste, car elle présume toujours qu'il existe une sexualité véritable. Or, nous avons expliqué plus tôt que la sociologie part justement de l'idée opposée, c'est-à-dire que les identités sont des constructions qui dépendent de l'environnement, comme les conditions sociales par exemple, et qui peuvent évoluer avec le temps. Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner dans lequel le contexte social a joué un rôle dans le processus d'identification ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, de manière plus générale, l'identification à la sexualité, ça va dépendre de la pertinence que va avoir la sexualité pour une personne. Et pour donner un exemple concret, une des personnes interviewées, Maëlle, racontait qu'à un moment donné de sa vie, où elle commençait à s'intégrer et à se sentir, entre guillemets, normale, se définir ça l'aurait ramené à se sentir anormale. Et du coup,
À ce moment-là, elle n'a pas adopté l'identité asexuelle. Et c'est seulement lorsqu'elle s'est mise en couple que la sexualité lui est devenue utile et qu'elle a adopté cette identité parce que ça peut aussi expliquer un certain décalage avec son partenaire. Et pour les personnes interviewées, en général, la sexualité, elle devient souvent pertinente parce qu'elle vient expliquer un sentiment de décalage ou d'anormalité. Dans ton mémoire, tu t'es précisément penché sur les facteurs qui freinent ou favorisent l'identification à la sexualité. On peut commencer par parler de ceux qui la freinent. Tu as relevé en premier la méconnaissance du terme, ensuite la non-concordance avec le modèle ACE idéal, et ensuite l'assignation de la sexualité et du coup de la sexualité à la sphère privée, et finalement l'absence de pertinence de la sexualité dans le quotidien. Bien que le terme asexuel commence à être mentionné dans les médias, les personnes que tu as interviewées mentionnent souvent que la sexualité reste méconnue et invisible. Comment est-ce que Yale ont découvert le terme et est-ce qu'une solution à cette invisibilisation, ce serait simplement d'en parler davantage et d'éduquer le public au sujet de la sexualité ? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, surtout les personnes un peu plus âgées, au-dessus de la trentaine, qui ont mentionné que c'était difficile de connaître le terme. Et quelque chose qui se retrouve parmi les personnes interviewées, c'est que c'est souvent des personnes qui aiment s'informer, qui aiment faire des recherches, peu importe leur niveau d'études, donc pas nécessairement des recherches scientifiques, mais aussi qui aiment lire, se renseigner, et qui ont du coup une grande connaissance culturelle. Mais c'est vrai que même si la méconnaissance et l'invisibilisation médiatique, ça fait partie des obstacles à l'identification de la sexualité, je pense pas que ce soit le frein principal. Comme j'ai mentionné avant, il y a des personnes qui connaissaient le terme asexualité et qui s'y sont pas pour autant identifiées. Donc c'est vrai que c'est pas tellement ça qui est tellement important. Je pense que du côté de l'invisibilisation, c'est plutôt la question de l'invisibilité qui est liée à l'assignation de la sexualité à la sphère privée et au cadre intime, qui est un facteur beaucoup plus important. Parce que du coup, comme c'est considéré comme privé, intime, c'est pas quelque chose dont on parle avec tout le monde. C'est pas quelque chose qui devient extrêmement visible dans le quotidien. Le deuxième point que tu mentionnes, c'est la non-concordance avec le modèle de la personne ACE idéale. Comment est-ce que ça s'est ressenti Comment est-ce que ça s'est ressorti chez les personnes que tu as interviewées ? Alors peut-être d'abord pour poser un peu cette idée du modèle idéal de la personne ACE, disons que selon Angela Chen et aussi Karen Cuthbert, il existe un modèle idéal de la personne ACE, la Gold Star ACE en anglais. Et du coup, la Gold Star ACE, c'est une personne qui a eu des relations sexuelles par un passé, donc pour confirmer que ça lui plaît pas, mais qui n'a plus depuis qu'elle s'est identifiée comme asexuelle. C'est une personne valide. C'est une personne qui n'a pas vécu d'éventuels traumas comme des agressions sexuelles, viols ou abus. Parce que du coup, les problèmes de santé ou les traumas, ça pourrait être vu comme la cause de leur asexualité et par conséquent aussi la délégitimer. Et Cuthbert remarque aussi que même si la racialisation ou la classe, c'est pas des caractéristiques en soi dues de la Gold Star ACE, de cette image qu'on se fait, mais il y a certains attributs dus de la Gold Star ACE qui sont liés à la race et à la classe. Et du coup, ça favorise les personnes blanches et défavorise les personnes de classe populaire. Bien sûr, c'est impossible de ressembler 100% à ce modèle idéal, personne n'y correspond. Mais c'est vrai que plus on s'en éloigne, plus ça va être difficile de pouvoir se reconnaître dans la sexualité. Et c'était le cas d'une personne interviewée, Sam, qui se définit comme demisexuelle, dont le parcours diffère pas mal des autres personnes interviewées. Sam a régulièrement des relations sexuelles, y compris en dehors du couple. Yael y prend du plaisir. Yael a aussi fait partie de la communauté BDSM et elle pratique encore. Yael s'éloigne donc de cette image qu'on a des personnes asexuelles plus classiques. Et c'est vrai que son asexualité, elle a été remise en question par les personnes de la communauté BDSM et aussi de la communauté asexuelle. Ce rapport différent à l'acte sexuel, ça l'a du coup amené à se questionner sur son asexualité et même à s'y désidentifier par moments. Pourtant, Sam, la plupart du temps, ne ressent pas d'attirance sexuelle lorsqu'elle a des rapports sexuels. Et elle a des rapports sexuels principalement parce que c'est fun. Et du coup, même si Sam rentre dans la définition d'avoir peu ou pas d'attirance sexuelle, du coup, la non-concordance à ce modèle idéal de la personne ACE, ça l'a amené à se détacher de la sexualité. Ok, trop intéressant.
Finalement, un dernier point que tu mentionnes, c'est le fait que la sexualité est perçue comme une problématique de la sphère privée, comme elle n'est pas visible hors du cadre de relations sexuelles. Est-ce que tu pourrais développer un peu dans quel contexte le terme asexuel s'avère pertinent ou non chez les personnes que tu as interviewées ? Alors, on retrouve dans pas mal des récits des personnes interviewées que la sexualité, c'est pas très pertinent dans le quotidien parce qu'on n'en parle pas avec tout le monde, c'est pas quelque chose qui est visible dans la sphère publique. Par exemple, contrairement à l'homosexualité, quand vous tenez la main de votre partenaire dans la rue, c'est visible. La sexualité, on la voit pas vraiment difficilement. Et du coup, la sexualité, elle devient pertinente, surtout dans la sphère privée, dans le cadre intime, lorsqu'on a du coup des relations amoureuses et sexuelles avec quelqu'un. Donc, il y a un peu ce truc où se définir c'est pas toujours utile dans la vie de tous les jours, enfin dans le sens dans les interactions de tous les jours, ce qui est en fait du coup souvent une identité un peu dormante. Surtout si on a d'autres identités queer qui sont souvent plus pertinentes. Après, du coup, comme mentionné, la sexualité elle va devenir pertinente dans la sphère privée, comme dans l'exemple que j'ai donné avant, où la personne a fini par se définir ace quand elle s'est mise en couple. Et même si on a tendance à penser qu'elle n'est pas visible ou qu'elle n'est pas pertinente dans la sphère publique, c'est pas tout à fait le cas. C'est juste que ça se manifeste de manière beaucoup, beaucoup plus subtile, et c'est ça qui va pouvoir amener certaines personnes à s'identifier à la sexualité. Et du coup, à l'opposé, il y a des facteurs qui semblent favoriser une identification à la sexualité. Tu relèves principalement que c'est le fait de ressentir un décalage par rapport aux normes sexuelles qui pousse au questionnement, puis à l'identification à la sexualité. Dans quel contexte est-ce que ce décalage il est ressenti ? Alors, ce sentiment de décalage ou d'aliénation aussi, avec le reste de la société, il apparaît souvent à l'adolescence. Parce que l'adolescence, c'est la période où on commence à parler de sexualité, de relations amoureuses. Du coup, les futures personnes ace constatent un décalage avec leurs camarades à travers les interactions parce que les personnes, elles parlent de leurs premières expériences sexuelles, de leurs désirs, de leur envie d'avoir leur première fois, avec qui, etc. Et du coup, les personnes ace s'aperçoivent qu'elles ressentent pas la même chose ou qu'elles n'ont pas le même intérêt pour le sexe. Du coup, c'est vrai que la majorité du temps, la pratique, le simple fait d'avoir des rapports sexuels, c'est vraiment très secondaire. Par exemple, une des personnes interviewées, Gustave, raconte qu'il discutait une fois avec une amie qui lui montrait des profils de personnes sur Insta en disant avec qui elle coucherait. Et lorsque lui, il a mentionné qu'il n'avait jamais ressenti ça pour personne, son ami exprime sa surprise et lui demande s'il serait, entre guillemets, un late bloomer. Donc, late bloomer, en anglais, c'est cette idée qu'on aurait un éveil tardif à la sexualité. Mais du coup, cette surprise exprimée par son ami, ça révèle que son expérience, elle est inhabituelle. Elle participe à faire comprendre qu'il ne se comporte pas de la manière qui est attendue de lui, du point de vue sexuel. Et ici, du coup, dans cette interaction, on voit bien que, en fait, le problème, c'est pas tellement le fait d'avoir des relations sexuelles, c'est pas le comportement au sein des relations sexuelles, mais c'est aussi lié au fait de pas montrer d'intérêt pour le sexe ou de pas montrer qu'on ressent du désir sexuel. Les personnes ace peuvent aussi prendre conscience de ne pas correspondre à la norme à travers la comparaison avec les parcours de vie de l'entourage. Par exemple, lorsqu'on constate que tout le monde autour de nous se met en couple ou désire avoir des relations sexuelles, ou aussi avec la comparaison avec l'image de la sexualité véhiculée par les médias comme les films, les séries, les livres. Et chez les personnes qui ont une expérience de couple, ça peut aussi venir d'un constat de décalage avec le ou la partenaire. Ok, trop intéressant. Donc, tu as des témoignages où les personnes remarquent par elles-mêmes qu'elles n'ont pas les mêmes intérêts pour la sexualité que les gens qui les entourent. Mais est-ce qu'il y a aussi des situations où c'est l'entourage qui manifeste ce décalage ? Disons plutôt que l'entourage va pointer du doigt le décalage, un peu comme dans l'exemple que je viens de donner avec Gustave. C'est aussi quelque chose qu'on constate dans les relations amoureuses. Pour certaines personnes, les relations amoureuses, c'est vraiment des étapes déterminantes dans leur parcours d'identification à la sexualité, parce que les interactions avec les partenaires font prendre conscience de ne pas agir sexuellement de la manière attendue. Et
ces attentes, elles sont aussi profondément genrées. Pour donner un exemple, c'était le cas de Mathieu. Sa première copine, elle lui a signalé qu'il prenait jamais l'initiative. Et du coup, ça lui fait s'apercevoir d'un décalage avec les autres hommes, ou plutôt de ce qui est attendu des hommes sur le plan sexuel, c'est-à-dire d'être actifs et de prendre l'initiative. À l'inverse, certaines personnes assignées femmes à la naissance et à ce moment-là perçues comme femmes remarquent qu'elles font attention à montrer qu'elles prennent du plaisir à l'acte sexuel. Donc, par exemple, une personne mentionne que il y a cette idée que faire l'étoile du maire, c'est pas bien, c'est pas suffisant. Et c'est vrai que ce concept, cette idée d'étoile de mer, c'est une image négative associée plutôt à une sexualité féminine. Donc, ces attentes, elles sont aussi très genrées et ça va aussi beaucoup marquer les processus d'identification. Et du coup, les personnes vont s'apercevoir progressivement de ne pas correspondre à ce qui est attendu d'elles sexuellement, que ce soit du coup dans l'interaction avec l'entourage, les amis et la famille. Donc plutôt en discutant dans la vie de tous les jours de leurs désirs ou de sexualité, ce qui va plus être le cas par exemple des personnes qui n'ont jamais de relation de couple, et aussi dans les relations amoureuses ou aussi par comparaison avec l'image idéalisée de la sexualité véhiculée par la société. Ce qu'on voit ici, c'est que le problème, c'est pas tellement le fait d'avoir des rapports sexuels, c'est pas l'activité en soi. Plusieurs personnes ace ont des relations sexuelles. Le problème, c'est vraiment de performer la sexualité correctement. Et comme je l'ai déjà dit, la sexualité au sens large. Dans le quotidien, donc, c'est le fait qu'on doit exprimer son intérêt pour le sexe, l'envie d'avoir des relations sexuelles, d'avoir du désir. Et au sein des relations, c'est toute une série d'actions, le fait de prendre l'initiative, montrer qu'on a du désir pour sa partenaire, et montrer qu'on prend du plaisir à l'acte sexuel. Et est-ce que dans tout ça, il y a un moment un peu clé qui déclenche l'identification à la sexualité ? Plutôt qu'un moment clé, je dirais que c'est vraiment l'accumulation et la répétition de ce type d'interaction avec l'entourage, avec les partenaires amoureux, mais aussi comment on interagit avec les médias et la société dans son ensemble. Et c'est un peu tout ça qui vont faire comprendre aux futures personnes ace qu'elles ne correspondent pas à la norme, qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'elles seraient anormales. Et elles peuvent aussi du coup se sentir exclues des conversations et des expériences de leur entourage, ce qui crée aussi un sentiment d'aliénation. Et du coup, c'est ce sentiment d'aliénation et d'anormalité qui font qu'elles commencent à s'interroger sur leur sexualité et qui va finalement les amener à s'identifier à la sexualité. Et en effet, lorsqu'une personne s'est sentie marginalisée ou aliénée au cours de sa vie en raison de son désintérêt pour le sexe, ça peut l'amener à se sentir anormale. Et du coup, c'est là que la sexualité, ça peut devenir une identité personnellement pertinente parce qu'elle apparaît du coup comme une explication à ce décalage avec le reste de la société. Que ce soit donc pour les freins ou pour les moteurs à l'identification à la sexualité, ça va beaucoup dépendre des parcours de vie individuels, de comment on ressent ce décalage et comment en fait ces parcours vont amener à rendre pertinente ou pas la sexualité. Au final, ce que révèlent les parcours d'identification à la sexualité, c'est toutes ces injonctions sexuelles qui font partie de notre société. Comme par exemple le simple fait d'avoir des relations sexuelles, d'avoir des rapports sexuels, c'est pas suffisant. Qu'on doit prendre du plaisir à l'acte sexuel, qu'on doit montrer de l'intérêt pour le sexe et exprimer, désirer avoir des relations sexuelles dans la vie quotidienne, etc., etc. C'est ce que les études asexuelles, elles appellent la contrainte à la sexualité. Et finalement, la contrainte à la sexualité, c'est le facteur principal de l'identification à la sexualité. Du coup, en fait, l'expérience sexuelle, elle met en lumière cette norme de la contrainte à la sexualité. Et ça, c'est justement le thème de notre prochain épisode. Pour résumer, ton mémoire souligne que l'identification à la sexualité, c'est un véritable processus pour les personnes ace, qui a lieu sur la durée, à force de réaliser les décalages entre sa propre perception de la sexualité et les normes sexuelles majoritaires dans notre société. Le contexte social y joue un rôle important dans le processus, notamment l'idée que c'est une problématique qui relève de la sphère privée, ça freine l'identification, tout comme le fait que c'est encore une identité mal connue. Dans le deuxième épisode, qui sera toujours consacré à ton mémoire,
On va approfondir le concept de la contrainte à la sexualité et on explorera comment les personnes ACE remettent en question les normes sexuelles. D'ici là, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur cet épisode en commentaire. Toutes les sources qui ont été mentionnées dans cet épisode et le lien vers le mémoire de Marine seront dans la description de la vidéo. Merci Marine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'introspection. On espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucun des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram @atrospection pour rester au courant de nos actualités. Et si vous voulez réagir à cet épisode ou proposer des idées de sujets pour un prochain épisode, écrivez-nous un email à l'adresse atrospection@gmail.com. On se réjouit de vous lire. Le podcast Atrospection est un podcast indépendant, créé, produit et diffusé par l'équipe d'Atrospection basée en Suisse romande. Merci à Chloé Zuffray pour la musique du générique.